il y a 7 mois en arrière, vous étiez dans vos cartons à Fuy. Pierre-Alain Michler avait choisi ce moment-là pour vous poser quelques questions. C'était le moment des projets. Est-ce que ces projets se sont avérés sur le terrain? Que change par rapport aux idées que vous étiez faites avant le départ? Alors, il y a 7 mois, on partait avec beaucoup d'inconnus. On avait beaucoup de peine à imaginer notre vie ici au Cameroun. J'imagine que vous, auditeurs, c'est la même chose. Vous êtes en Suisse. C'est difficile de savoir par où commencer pour témoigner de notre vie ici. Ce que j'aimerais dire, c'est que nos attentes se sont réalisées et bien au-delà justement de ce qu'on pouvait espérer. On a rencontré ici une vraie famille, des gens qui nous entourent et qui nous ont adoptés, ce qui nous permet d'être entrés très rapidement dans la vie quotidienne du Cameroun avec ses joies, avec ses peines. On a la chance d'avoir des gens qui nous emmènent à la fois dans des mariages coutumiers, mais aussi à traverser des deuils, à vivre des funérailles. Et nous partageons leur vie quotidienne et c'est bien au-delà de tout ce qu'on pouvait imaginer parce que c'est d'une richesse humaine incroyable. Et puis, une des appréhensions que j'avais, c'est la santé. Donc, puisque Mario Giacomino m'interroge aujourd'hui, à la sortie de 2 semaines de combat avec les maladies tropicales, je peux dire qu'en effet, c'est un des domaines où on se sent particulièrement fragile. On a la grande chance d'avoir suffisamment d'argent et d'être suffisamment bien soigné. Mais notre fille aînée Camille vient de faire 3 jours d'hôpital à cause d'un paludisme qu'elle n'arrivait pas à dépasser par les comprimés. Ils ont fait ensuite une fièvre typhoïde. Donc c'est vrai que là, on a réalisé qu'ici, dans un pays tropical, on est à la merci de maladies qui sont particulièrement dangereuses et cruelles. Et on a eu très peur. Ça, je veux bien le comprendre. Et puis, l'école. Alors, l'école, c'était peut-être aussi un souci avant le départ. Comment est-ce que les choses se sont finalement organisées? Nous pensions faire l'école à la maison. Il s'avère qu'on le fait l'après-midi. J'ai pris du matériel de l'école de Saxé à Fuy, que les maîtresses ont eu la gentillesse de me fournir. Et du coup, on essaye de suivre un programme suisse plus ou moins dans les règles de l'art, ce qui n'est pas facile, mais en gardant vraiment un niveau scolaire suffisant et en gardant les acquis. Nous avons choisi d'inscrire les enfants à l'école locale. Ils vont au Baobab tous les matins, chacun dans leur classe, en uniforme. Et puis là, alors le choc culturel était assez important parce que les enfants sont élevés à la baguette. Ils ont le devoir d'obéir, ils n'ont pas le droit à l'expression. Et puis la pédagogie est quand même relativement différente dans Suisse. Il n'y a absolument aucun matériel, sinon un tableau noir, une craie et bien sûr la baguette. Et le professeur donne quelques explications, écrit un résumé au tableau. Les enfants ont quelques 10 minutes pour le copier et ensuite font des exercices. Mais il n'y a absolument pas de travail de groupe, il n'y a pas de pédagogie différenciée, il n'y a pas de questions possibles. Donc c'est très différent. J'ai eu l'occasion de partager quelques jours de vie avec vous. J'ai vu que vous êtes dans un quartier vraiment très simple, une maison coquette, mais tout de même avec quelques petits problèmes techniques. L'eau, par exemple, qui ne vient pas jusqu'à la maison. Mais au-delà de ces aspects techniques, comment se passe la vie au quotidien et comment les enfants s'intègrent dans le quartier? Alors la vie au quotidien, l'absence d'eau depuis 7 mois, on s'habitue. On va chercher l'eau dans des grands bidons, on transporte l'eau dans des baquets, on se douche avec des gobelets en ayant chauffé l'eau à la cuisine. Donc ça, c'est vrai que c'est un problème qui est assez rapidement réglé, même si Patrick doit faire des allers-retours très fréquents pour remplir les bidons. Et puis sinon, les enfants dans le quartier, ils ont noué des liens, mais c'est vraiment difficile parce que les jeunes autour de nous, ils ont une vie qui est réglée autour de l'école, avec énormément de travail. Ils rentrent, ils ont beaucoup de travail scolaire, ils aident ensuite leur famille à eux-mêmes aller chercher l'eau, à la cuisine, et puis après ils se couchent. Mais les enfants autour de nous vivent dans des maisons simples, faites en briques de terre, avec un sol en terre battue, sans jeux, sans ordinateur, sans livres. Et donc ils ont une vie beaucoup dans la rue où ils font des jeux de main, ils jouent la fameuse image de l'enfant qui pousse le cerceau, et bien on l'a autour de nous dans nos rues. Et puis ils ont des jeux tout simples, ils fabriquent des voitures avec des restes de vieilles semelles, de caoutchouc, des bouts de bois. Donc nos enfants au début ont été un peu désemparés, mais ils ont trouvé un lien et
Il partage le temps avec ses enfants, il court, il s'amuse, il joue au foot. Donc pour les enfants, l'intégration se fait assez simplement et sans trop d'écueils, mais en acceptant qu'au début, ils n'avaient pas grand-chose à se dire et à faire ensemble parce qu'ils sont de contextes vraiment totalement différents. Il y a quelques enfants qui viennent de familles un peu plus dont le niveau social est un peu plus haut et qui ont accès quand même à des jeux, à des livres. Et du coup, c'est aussi agréable pour nos enfants de pouvoir côtoyer quelques-uns de ces enfants-là avec qui ils peuvent nouer un lien un peu plus à l'occidental, si vous me passez l'expression. Mais nos enfants sont devenus des vrais petits Camerounais, donc ils reviennent couverts de poussière le soir, heureux d'avoir joué dans la terre et puis avec beaucoup de simplicité. En fait, les enfants du monde ne vivent pas les choses comme les adultes, ils se posent beaucoup moins de questions et le lien se fait assez simplement. Et puis alors le quotidien, question nourriture aussi, le choc a été peut-être un peu, je dirais pas tellement un choc, mais plutôt une surprise positive. Alors on a la chance d'être dans un grenier, comme c'est très très humide, il y a énormément de fruits et légumes et puis on s'est très rapidement mis à la cuisine. On a une excellente cuisinière qui nous prépare des mets locaux, donc notre quotidien est fait de macabo, de taro, de plantain, donc on vit vraiment comme des Camerounais, on mange comme des Camerounais. Et j'avoue que l'écueil et la difficulté c'est de ne pas prendre trop de kilos parce que vraiment la nourriture est saine et riche. On mange beaucoup d'arachides qui sont plantés dans les champs autour de chez nous, des haricots, du maïs. Enfin, vraiment, on a de la chance d'avoir une variété et des choses excellentes. Agnès Tuega, vous êtes engagée dans la foi et puis il est évident que l'aspect foi est important aussi, bien évidemment, ici au Cameroun. Comment vivez-vous votre spiritualité dans ce beau pays ? Alors dans le quartier de Ndiandam où nous vivons, nous sommes juste derrière l'église. C'est l'église de l'EEC, l'église évangélique du Cameroun, qui est l'équivalent de l'église de l'Erève, de l'église réformée du Valais. Et puis nous avons la chance d'être très bien intégrés dans cette église puisque notre directeur général au CIPCRE est pasteur dans cette communauté. Le pasteur titulaire de la paroisse s'appelle Pasto Joseph et c'est vraiment quelqu'un qui a vraiment beaucoup de charisme et qui est très intégré dans la paroisse. Donc lui-même nous a accueillis à bras ouverts et puis m'a accompagné dans la découverte de cette communauté. Ils ont un travail de diaconie très important parce qu'il y a beaucoup de pauvreté. Une bonne partie du quartier est composée de mamans et de familles qui vivent vraiment avec presque rien. Les grands-mamans ne parlent que le patois. Donc Pasto Joseph fait des visites pastorales, s'occupe de la jeunesse. Et puis il m'a invité à prêcher. Je prêche environ une fois par mois dans la communauté, en essayant de dire quelques mots en patois au début du culte et puis en étant traduite pour que les mamans puissent me comprendre. Et puis le culte a lieu le dimanche de 8h jusqu'à 10h30, 11h, 11h30, ça dépend des dimanches. Et puis il y a une alternance de chants, de prières, de témoignages, de paroles avec un schéma assez classique, mais en même temps c'est vraiment un lieu où la communauté se rassemble, où les informations se donnent, où chacun peut s'exprimer. Et puis il y a 8 chorales dans notre paroisse avec des groupes de jeunes qui chantent du gospel avec la batterie et le synthétiseur. Et puis il y a les vieilles mamans qui chantent des chants traditionnels avec les tambours et les cloches de leur tradition. Donc c'est vraiment un culte très métissé, très coloré et où chacun trouve sa place. J'ai eu la chance de participer à l'un de ces cultes. Ce qui m'a frappé, c'est le nombre de personnes qui y participent. Est-ce que c'est tous les dimanches comme ça ? Il y avait environ 500 personnes ? Alors en effet, il y a le premier culte à 6h30 pour les enfants où il y a 150-200 enfants et ensuite il y a le culte pour les adultes avec entre 400 et 600 personnes dont je dirais à peu près 80% de femmes. C'est vraiment une histoire de femmes, l'église. Mais en effet, c'est la seule activité du quartier. Et c'est vraiment quelque chose de très important pour les gens. Ça leur permet de garder un niveau de vie suffisant et c'est aussi un lieu de sécurité pour eux. C'est pas que un lieu de spiritualité, c'est vraiment un lieu de vie.
Patrick Tulega, nous l'avons découvert dans une émission précédente. Vous avez retrouvé votre côté terrien et vous utilisez vos compétences d'éducateur pour travailler avec des jeunes et les sensibiliser à la question de l'écologie. Mais il semble que dans votre temps libre, vous n'oubliez pas votre côté terrien et que cela a peut-être frappé les esprits des gens, des Africains qui vivent avec vous au quotidien. Est-ce vrai? Oui, on peut dire ça comme ça. C'est vrai qu'habitant en Valais, j'ai aussi un coin de jardin et que c'est quelque chose que j'aime travailler. Et arrivé ici, la maison que nous occupons a aussi un grand jardin, mais qui était en friche. Donc je me suis mis à retourner la terre, à préparer le jardin. De même que quand des employés ont dû s'occuper du gazon nouvellement planté, j'ai aussi mis la main à la pâte pour désherber, pour préparer le devant de la maison. Et pour eux, c'était une nouveauté de voir un blanc qui n'est pas là pour donner des ordres, mais qui vient travailler avec eux et qui vient mettre les mains dans la terre, ce qui les a étonnés, mais leur a beaucoup plu. Et puis concrètement, alors vous travaillez maintenant votre jardin avec le personnel de maison? Oui, le gardien de jour qui s'occupe de la maison la journée, s'occupe du jardin aussi avec moi. C'est lui qui même prend la responsabilité de beaucoup de choses à l'intérieur du jardin. On a aussi créé un compost avec tous les déchets organiques qui restaient dans la maison. Donc on passe un peu pour les écolos de service dans le quartier, mais on a pu faire des bonnes récoltes de légumes et puis on a vraiment un jardin qui a bien poussé, bien donné, alors qu'il s'est arrêté avec la saison sèche, mais que je me réjouis de reprendre dès que les premières pluies vont recommencer. Et puis est-ce que cet exemple qui vient de Suisse touche aussi les gens du quartier? Est-ce que le fait que vous êtes entre guillemets un peu branché écologie amène des réflexions auprès de votre entourage? L'écologie, je crois que ça les amuse plutôt, mais par contre ça les touche le fait de nous voir ramasser les déchets de plastique qui traînent. Ça touche plus les personnes qui sont, je dirais les adultes. Le peuple Bamilenke est un peuple de paysans qui travaillent beaucoup. Tout le monde a son lopin de terre qu'il travaille, qui ressemble beaucoup au peuple valaisan par certains côtés. Et moi, arrivant là et travaillant aussi le jardin, ça a été une porte d'entrée pour rentrer en communication avec beaucoup de gens ici, parce que voyant le travail accompli et voyant ce que donnait le jardin, pour eux ça avait part de valeur et c'était une manière qui m'a permis de les approcher. Donc le côté terrien, le côté écologie en fait permet le contact, la discussion et le partage. Oui, tout à fait.